Monsieur le maire, chers collègues, une précision d'abord sur les lois de finances initiales. Elles ont toutes été promulguées ces dernières années le 29 décembre, qu'il s'agisse de 2012, 2013, 2014 et bien sûr 2015. Même plus tard que ça, c'est le JO du 31 décembre. Le 29, enfin la date, c'est le 29 décembre. Toutes à la même date. C'est juste une précision. Sans arrêt. J'ai le JO en haut de mon bureau, je peux vous le descendre tout à l'heure, pour le 2016. Il n'existe plus en papier. Bon, peu importe, hein, mais je ne vois pas le rapport. Oui. Bien. Il n'y a plus de JO papier depuis le 1er janvier. Ah bon. Je suis un privilégié alors, parce que j'ai encore la formule papier du JO tous les matins. Allez-y, monsieur Sifontus. Concernant le débat d'orientation budgétaire dont vous nous demandez de prendre acte, ce débat d'orientation budgétaire propose un panorama bien gris qui confirme nos propres hypothèses et donc les inquiétudes que nous exprimons sans relâche depuis 3 ans. Nous retrouvons une analyse systémique qui, si elle émanait du Rassemblement pour Brest, aurait été, il y a quelques mois encore, qualifiée par vous comme caricaturale tant elle est préoccupante. Encore faudra-t-il y ajouter les données sur Brest Métropole examinées la semaine prochaine pour avoir une approche plus réelle de la situation. Une approche en effet, car pour avoir une vision consolidée et sincère, il faudrait y adjoindre l'ensemble des applications budgétaires des différents satellites. Si on ne se laisse pas distraire par quelques statistiques ou prévisions plus optimistes qui concernent surtout l'Est breton ou le pays de Brest, mais sont hors sujet en ce qui concerne la ville, les raisons de s'inquiéter sont toujours présentes et aucun signe d'amélioration ne semble pouvoir émerger des orientations proposées. Depuis 2 décennies, Brest est marqué du sceau d'une paupérisation constante, une démographie qui ne cesse de reculer. Plus de 10 000 habitants avaient déjà quitté Brest avant 2008. Entre 2008 et 2013, ce sont à nouveau 2711 Brestois qui sont partis. Les nouveaux chiffres publiés par l'INSEE confirment ce que nous pressentions, c'est un nouveau recul de la population qui s'établit désormais à 139 396 habitants. Quant aux chiffres du chômage publiés mois après mois, ils ne sont pas de nature à stopper l'hémorragie, voilà la réalité. L'emploi industriel est particulièrement touché. Restructuration de Sobrena, Thales et Jabil que vous évoquez, il faudra probablement aussi ajouter la réduction prévisible d'effectifs chez d'autres grands industriels. Les perspectives de la réparation navale militaire ne se retourneront pas et malgré un frémissement en 2015, les objectifs stratégiques de Damen sont encore loin d'être acquis. Comme vous le soulignez, la construction est aussi un secteur en baisse d'effectifs. La mollesse, sinon la déprime du marché immobilier, soulignée par la stagnation des droits de mutation, ne va pas contribuer à relancer l'activité. Vous vous félicitez en revanche de voir l'emploi augmenter dans les secteurs de l'action sociale, de l'enseignement et de la santé. Ce sont cependant des secteurs qui sont d'abord financés par l'argent public et qui sont pour longtemps sous forte contrainte budgétaire en raison du plan d'économie de l'État, ce qui grève leur avenir dans la situation de crise bien installée ici. Le dépeuplement régulier de la ville se poursuit donc. La politique d'urbanisation entretient le déplacement vers la première et la deuxième couronne des classes moyennes sans que l'activité économique ni le tourisme ne créent de flux compensatoires naturels. Nous verrons que cette politique se traduit aussi par un appauvrissement de la municipalité et pas seulement en raison de la stagnation des recettes fiscales. Concernant ces recettes, au-delà de la baisse prévue des dotations de l'État, la réforme qui s'appliquera dès 2017 de ces dotations va avoir des effets négatifs sur les recettes de la ville. Calculées en fonction d'une population en déclin, les nouvelles dotations devraient être de fait globalement à la baisse. Brest, dont le potentiel fiscal est près d'un tiers inférieur à la moyenne nationale, n'est pas une ville riche, c'est le moins que l'on puisse dire, et la situation n'est donc pas prête de s'améliorer. La baisse régulière de la part de la ville dans la facturation des services communs, de moins 1% par an environ, ne vient que confirmer qu'il ne s'agit pas d'un phénomène temporaire, mais au contraire durable. La population diminue, vieillit et la ville s'appauvrit. En ce qui concerne la fiscalité, nous retrouvons les mêmes recettes que l'an dernier. L'application d'une augmentation forfaitaire des bases qui s'était révélée en 2015 supérieure à l'inflation observée permet de ne pas toucher au taux, vous l'avez dit,
et de donner le sentiment d'épargner les ménages. L'augmentation des valeurs locatives sera, elle, en toute hypothèse, bien réelle pourtant. Et surtout, le relèvement de 2% des seuils de revenus diminue encore le nombre de contribuables touchés et donc augmente la pression fiscale sur ces derniers. C'est un véritable cercle vicieux qui s'installe où rien ne semble capable de retenir l'activité économique et une population dynamique au cœur de la ville. Devant les effets de la crise, vous tentez de maîtriser les charges de fonctionnement. Pour de multiples raisons, vous avez dû stabiliser enfin vos effectifs. Malgré cela, l'effet de ciseau entre la stagnation des recettes et l'inflation des charges prévisibles, estimée à 1,5% par an pour la seule masse salariale, va durablement limiter votre capacité d'autofinancement, donc vos capacités d'investir. Le plan de mandat de plus de 80 millions d'euros sur 2016-2020, soit en moyenne 16 millions d'euros par an, est ambitieux parce que l'objectif de maintenir une capacité d'épargne nette de 20%, le cinquième de vos investissements futurs, l'est ambitieuse. Comme nous l'avons souligné avant l'été 2015, ce sont vos personnels qui seront les premiers à subir les effets des économies espérées sur le fonctionnement. Pour les associations, elles sont déjà au courant, je n'y reviens pas ici. Pour réagir, la ville se trouve confrontée à un dilemme. D'une part, la forte attractivité actuelle du recours à l'emprunt, avec de nouveaux intervenants bancaires, la Poste, l'Agence française locale, et d'autre part, la chute de la capacité d'autofinancement qui vous bride, elle. La dette visible n'est en effet pas représentative de la situation financière réelle de Brest. Il faudrait pour cela une prospective des engagements financiers hors bilan ou des dettes portées par les satellites qu'il conviendrait de consolider pour une réelle vue d'ensemble. À défaut, regardons l'état des finances de la ville qui présente déjà des signes inquiétants malgré un socle financier donné comme solide. Le ratio de désendettement remonte brutalement de 1 point par an jusqu'en 2017 sous l'effet des baisses de la DGF. Surtout, vous posez comme hypothèse le retour à un niveau de dotation habituel en 2017, dont nous avons vu que rien n'était moins sûr, et des conditions de financement bancaire favorables au-delà de 2016, ce qui est tout aussi incertain. L'emprunt vous permettra peut-être de maintenir votre plan d'investissement, mais il fragilisera votre situation et votre signature, et ce n'est pas la métropole qui pourra vous suppléer. En conclusion, la baisse de la population à Brest est une préoccupation majeure et de long terme, et pourtant aucune orientation spécifique n'apparaît dans vos plans pour y remédier. La paupérisation de Brest n'est pas seulement une impression liée au temps écoulé depuis la reconstruction, mais aussi une réalité de plus en plus visible dans les statistiques locales. La DEPA souligne ainsi dans l'Observatoire de l'habitat en avril 2015 l'appauvrissement des copropriétés dont 21% représentent des facteurs de fragilité. Pourtant, votre seule réponse, érigée comme dogme municipal, réside toujours et encore dans la poursuite de construction de logements ou de lotissements qui, loin de retenir la population, accentue le désherbissement. Enfin et plus globalement, que se passera-t-il si la reprise, bien timide ailleurs, oublie de venir jusqu'ici? Que se passera-t-il si les contraintes sur la dotation globale de fonctionnement se poursuivent au-delà de 2017? Ou si la politique de la Banque centrale européenne s'infléchit et durcit les conditions de financement bancaire futur au moment où le FMI évoque, hier, un risque de déraillement économique mondial. En l'absence de nouveaux gros investissements prévus après la médiathèque des Capucins, c'est sur le flux de l'action municipale qu'il faudra économiser. Il y aura des revendications à n'en pas douter, et elles viendront d'abord de ceux qui dépendent de vous. Je vous remercie.